vous êtes sur vos activités quotidiennes, vous développez tranquillement, tout se passe bien. Et d'un coup, BAM! La sirène d'alarme retentit. C'est parti, c'est les flammes, ça dring-dring, les coups de fil, ça pop de partout, c'est l'enfer. Bim! Allez, le coup de fil énervé, on prend le taxi, l'avion, on prend un verre, on se pose, et boum, on y est. L'intervention pompier. Bon, qui c'est qui là? Wilson? Non. Mais effectivement, moi, je résous bien les problèmes. Moi, c'est Yann. Je suis le CTO de Sopra Steria pour la France. Je suis un grand fan du code. J'ai 45 ans et ça fait 38 ans que je dev. Je vous laisse faire les soustractions. Et dernier point, un grand fan de métal. Voilà, ne l'oublions pas. Il y aura 2-3 refs, vous inquiétez pas. Donc, on disait quoi? Quand la prod est en flamme, pas de stress, GS Trace. Et là, tout va bien se passer. Bon, avant de se lancer dans l'intervention, parce qu'on va quand même y aller à combattre ces flammes, n'oublions pas, avant l'attaque, un peu de posture. Comme un bon pompier, on y va avec nos équipements de protection individuelle qui sont massivement dans notre tête. Donc, le premier axe, franchement, prendre le temps quand on va sur intervention pour déjà se documenter, apprendre, regarder ce qui se passe, pour essayer de se faire un maximum d'informations avant de se poser sur site. Deuxième point, sur site. Effectivement, les équipes, souvent, elles ressemblent un peu à ça. Elles ont le nez dans le guidon, elles en bavent depuis des semaines. C'est l'enfer pour eux, sur place. Donc on ne va pas leur taper dessus, on va plutôt les aider. Et enfin, mon dernier point, c'est le canard. C'est ma technique ultime. Super calme en surface et pédaler en fond, en dessous. Voilà, ne laissez jamais transparaître le stress. Ai-je l'air stressé? Non, jamais. Jamais au grand jamais. Bon, eh ben pour bien commencer une intervention pompier, il faut trouver les informations indispensables. We want information. Information! Who is number one? Donc, la série Le Prisoner, je vous la recommande. C'est de là d'où est tiré ce texte, et qui est repris admirablement par Iron Maiden sur la bonne Number of the Beast. Voilà, vous avez noté pour l'album? Donc, qu'est-ce qu'on va dire en premier lieu? Ben, quand on arrive sur intervention, on va essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe. Donc, souvent la première question, mais où qui sont mes logs? Donc, le truc un peu simple, c'est qu'on va interroger le système et lui demander les fichiers ouverts. C'est passionnant, mais ça tartine un peu quand même. C'est un peu long à lire. Après, on peut se dire, on va grepper les logs. C'est bien, mais c'est toujours pas ouf. Bon, là, j'ai quand même une information intéressante. Je vois un spring.log, on peut se dire que j'ai une appli Java qui tourne. Bon, c'est bien, mais c'est pas terrible. Puis en plus, j'ai plein de chiffres et plein d'informations autour où je me dis, mais il se passe quand même plein de choses. Ce 8,1, il veut dire quoi? 78W, il y a quand même pas mal de charges. 801. Bon, le 801, c'est vite fait, c'est le PID de mon process Java, mon P801, oui, formidable. On a tous les trucs qu'il a ouverts. Donc on arrive assez vite à savoir où sont les logs, mais je me dis, c'est quand même un peu compliqué parce qu'il faut que je connaisse la commande LSOF, il faut que je sache que le "-p, ça me permet de jongler avec son PID, et ce genre de choses. C'est lent, c'est pénible, et ça me demande d'avoir trop de compétences pour travailler correctement. Donc, que faire? Eh bien, c'est là où j'ai envie de vous dire, comme le dirait Opus, life is life. Bon, en fait, dans la vraie vie, c'est plutôt /proc is life. /proc, je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à vous balader dedans, au niveau de Linux, et c'est l'endroit magique qui va tout vous dire, tout vous faire savoir sur ce que fait la machine, ce que font ses processus et qu'est-ce qui s'y passe. Le /proc, je le vois vraiment comme la source de toutes les informations, où toutes les commandes système, en fait, viennent puiser à la source, cette source de joie, cette source de vie, cette source d'information, pour exposer ce qui se passe réellement sur le système. Voilà. Globalement, comment c'est rangé? En gros, le /proc, c'est tout ce qui concerne le kernel en lui-même. /proc/pid, les informations sur les process qui tournent. Un PID, ça vous parle, hein? Process ID, identifiant de process. Donc ça vous permet de récupérer à peu près tout ce que vous voulez savoir sur un process. Et PID/task/TID. TID, alors moins connu, c'est le thread ID, qui dépend du PID. Et ça vous permet de savoir ce que font tous les threads. Grosso modo, si on jongle un peu avec ce truc-là, et j'ai mon PS maison, par exemple, il suffit en fait de parcourir en fait l'intégralité des PID qu'on a dans /proc pour ensuite l'afficher. Et ça me permet de faire la commande PS juste en 3 lignes de bash.
on se la remet. En fait, en parcourant ces quelques répertoires, on peut avoir énormément d'informations. De même, comment est ma machine. Si je cadre son CPU info, par exemple, j'ai la liste des processeurs disponibles, de même pour son même info, où je vais avoir l'état de sa mémoire, sans avoir une seule commande. 4. Je n'ai pas besoin de plus en fait, pour avoir une idée globale du système et savoir ce qui s'y passe, ce qui s'y fait, comment il vit, comment il va, sans avoir à descendre dans des tonnes de trucs bizarroïdes. Ah, ah oui, moi j'ai mes lunettes. euh... Change settings, on va... Je suis désolé, la police elle est où? Login, keyboard, bell, feature. Apparence, merci. C'est toujours quand on a le nez sur le clavier qu'on voit rien. Vous avez remarqué ce truc-là? Fonts, change, merci. Et on se dit jusqu'à combien? On pousse un peu? Apply. Ah ouais. Donc on se remet notre slash proc maison, notre PS maison. Voilà. Juste pour se le remettre pour la beauté du geste et le mettre un peu plus haut, comme ça vous le verrez mieux. Voilà. Donc slash proc is life, ça serait la première chose que je voulais vous passer comme message. Et surtout, n'hésitez pas à le fouiller, à essayer de comprendre ce qui se passe dedans. Typiquement, on a vu que notre Java, c'était le process 801. Donc dans le 801, je vais avoir toutes les informations sur ce que fait ce système, ce qu'est ce process, comment il vit, comment il va, comment il avance. Genre, laisse-moi L en CWD, donc où est-ce qu'il s'exécute, ou cadre son command line, donc la command line qui a servi à le lancer. Assez pratique, je dois l'avouer, c'est ça qui me sauve dans la plupart du temps. Bon, slash proc, c'est bien. Voilà, bon, une autre façon d'écrire PS, la voix de Dieu si vous catez le process. Maintenant, souvent dans les analyses de départ, effectivement, on va regarder comment vont mes petits CPU. Effectivement, savoir qu'il y en a 4, c'était passionnant. On va regarder un top, on va regarder, pourquoi pas un VMstat, pour voir comment déroule le système. Ok, super. Maintenant, la vraie question, désolé, c'est tout en bas, c'est pas très malin ce que je fais. La vraie question, c'est de savoir analyser globalement tous ces chiffres qui nous tombent un peu dessus pour pouvoir vraiment comprendre ce que fait ou ce qu'est la machine et dans quel état est-elle. Les CPU, les process, j'ai envie de vous dire, c'est comme, pas les boîtes au chocolat, mais plutôt comme la caisse d'un supermarché. C'est l'analogie que je donne assez régulièrement, c'est de se dire, une caisse d'un supermarché, ça fait plein de choses. Ça peut attendre des clients, ce qu'on va appeler l'idle. Ça peut faire passer des clients à la caisse, on va être dans le mode user. Ça peut également attendre. Effectivement, quand on va avoir des interactions, notre grand-père Simpson là, qui va mettre 2 heures à payer, effectivement, la caisse va attendre et ne va ne servir à rien. Et il faut aussi garder le supermarché au propre, ça va être le temps qui va être passé dans le 6. Ok, c'est super, mais ça se déroule sur plusieurs CPU en parallèle. Donc, on se retrouve à avoir plusieurs caisses en parallèle, donc l'analogie est complète. Donc, on se retrouve à avoir du temps qui s'écoule en parallèle, donc il existerait plusieurs secondes par seconde dans une machine. Je vous laisse méditer cette phrase. C'est une unité qui est souvent utilisée, par exemple, chez nos amis d'Oracle, qui vont avoir tendance à décrire le comportement de leur babase en secondes. C'est toujours passionnant, mais c'est comme ça que ça se lit. Bref. Mais ce que j'ai envie de dire souvent, c'est que parler du load, enfin du CPU tout seul en user 6 et ainsi de suite, c'est passionnant, mais ça ne donne pas tout. Parce qu'effectivement, la case du supermarché, si on garde cette analogie, effectivement, on la voit débiter ses clients. Mais après, le vrai problème du supermarché, c'est pas de débiter le client, c'est la file d'attente qui se constitue derrière. Et c'est là où le load intervient, parce que le load, en fait, va vous présenter l'état, grosso modo, de cette file d'attente. Un load à 1, ça veut dire que, grosso modo, il y a une caisse, un process. Ça va bien, ça déroule. Ensuite, si jamais on imagine d'autres cas, beaucoup plus de CPU que de load, vous pouvez rendre des CPU, ils ne seront jamais utilisés. Parce qu'effectivement, il n'y a rien à faire tourner dessus. Si vous n'avez qu'un seul client, 72 caisses, ça ne sert à rien. Symétriquement, si vous avez 72 clients qu'une seule caisse, ça va se cumuler, et on va même se retrouver dans le cas catastrophe, où justement on ne pourra plus dépiler, et on va faire que cumuler en fait, des clients en attente, et en fait, patatras, c'est le drame. Et comme le dit notre ami Yoda, par 2 fois le nombre de corps dépassés, système écroulé. C'est une doctrine, vous pouvez la garder, ça marche à tous les coups. Si jamais vous voyez l'autre qui est au plafond, c'est généralement que ça ne va pas. Bon, là, vous avez vu, j'ai une petite application Spring Boot, c'est la pet clinique, c'est sympa. Elle tourne juste à côté, là, enfin, ouais, la voici.
Ok, vous la connaissez par cœur. On va l'utiliser en fait comme appli de ref pour voir comment on peut la faire parler avec ses différentes commandes et autres. D'accord? Donc, pour commencer, ah oui, load average. Si vous avez un bout de code à lire ce soir, si vous ennuyez, tout en bas, loadaverage.c, ce truc est une merveille, surtout dans la façon dont il calcule vraiment les loads que vous pouvez voir. Vous savez, les 3 valeurs, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Et bien en fait, oui, j'ai du travail aussi. En fait, c'est un jeu d'arithmétique avec des magic numbers qui est juste passionnant à lire. Je vous invite vraiment à aller le regarder, ça fait apprendre énormément de choses. Bon, effectivement, besoin de mettre un peu de pression parce que là, avec mon seul utilisateur, je me dis qu'on va pas avoir grand-chose en termes de gigoter en termes de CPU. Là, effectivement, on voit mon user, il est à 0, mon système il est à 0, mon idle il est à 100. Donc la machine ne fait absolument rien. J'actualise mon truc. Il s'est passé quoi? Oh, j'ai vu une pointe d'A 1 dans le user. Effectivement, il ne va pas se passer grand-chose. On va mettre un peu de pression dans tout ça. Effectivement, un petit hommage à nos amis de Swinkle et en particulier à Nicus Pocus qui nous a quittés au mois de mai. Un dernier pour la route au mois de décembre. Je vous invite à aller voir le concert. Mettons un peu de pression sur notre système. Pour ça, comme on est un peu sympa, je pense que vous l'utilisez tous. On va prendre l'URL parce que c'est sympa de copier, c'est plus facile de copier-coller que de faire n'importe quoi. Donc wget, oups, on va essayer de wgetter en boucle, ce qui pourrait être pas mal, non? Allez, wget, local. Wget, je vais y arriver, c'est un jour sans. J'ai trop de doigts ou pas assez de dextérité. Vget. Wget. Ah! Et là, le drame. Ça plante. Merde. Ok, proxy bidon, mais moi, j'ai pas vraiment configuré de proxy bidon. Peut-être falloir démerder ça. Comment mon wget s'est retrouvé avec ce proxy bidon? C'est souvent une question qu'on peut se poser. Et c'est là qu'on commence à aller voir de l'outillage un peu sympa, type ltrace. Le premier que je voulais vous montrer. Pour essayer de voir, mais où est-ce qu'il a été chopé ce proxy bidon? Ah, effectivement, ça a pas mal dégueulé. On va envoyer tout ça dans un fichier d'output. Moi, au tmp/out. Bon, toujours le plantage. tmp/out. Et ce bidon, mais que vient-il faire? Ah! Je vois directement qu'il a fait un appel à la méthode getEnv et a récupéré en résultat proxy bidon. Donc effectivement, il a été chercher la variable d'environnement HTTP proxy et me l'a retourné. C'est pour ça qu'il se retrouve avec un proxy bidon. Ah! Ouais, j'ai changé de terminal, désolé. Excuse-moi. Mais je vous prêtais mes lunettes. Hein. Excuse-moi, Sébastien. Allez, comme toujours, c'est celui qui est devant la console qui voit rien. Change settings, merci, appearance, ensuite, et le bon vieux change. Et on s'était dit que 18, c'était pas mal. Ok. Donc, malgré les yeux de la foi, vous avez vu que mon bidon était là-dedans, proxy bidon, HTTP, ok. C'est là qu'il le récupère. Ça me permet en fait de savoir assez rapidement pourquoi j'ai eu ce comportement-là et comment je pourrais le bricoler. Donc, assez simplement en faisant un unset, enfin, en exportant de mon HTTP proxy à rien, HTTP proxy égale à rien. Hop. Ah, là, il n'a plus eu d'erreur parce qu'il m'a guetté le index.html, ça s'est bien passé. OK. Superbe. Donc, ltrace, c'était le premier que je voulais vous montrer. Ça m'a permis en fait de tracer ce qui s'est passé au niveau de la lib. Ça a l'air magique, mais non, ça ne l'est pas. Parce qu'en fait, le code de wget dépend de librairie, ce qu'on peut voir assez facilement dans une console. Enfin, wget locate wget oui. LDD user bin wget.
Voilà, il dépend de tout un tas de librairies. Et en fait, qu'est-ce que va faire ltrace? Il va se positionner entre le code et les différentes libres pour aller trapper les entrées et les sorties. Donc c'est ce qui lui permet, quand il va voir le getEnv, de savoir que getEnv prend un paramètre, nos proxys là pour le coup, et ça lui est répondu nil parce qu'il le connaît. Cool. Cool, cool, cool. Donc, si je prends mon autre console où j'ai toujours mon proxy, donc la wget localhost, impossible de résoudre, ok. Bon, alors, je pourrais faire pareil avec curl, curl localhost, ouais, ça marche, ça merde aussi, donc si je ltrace mon curl, il va se passer quoi? Je devrais retrouver la même chose. /tmp/out. Ok. J'ai un outil magique pour démerder toutes les situations. Et là, il ne le trouve pas. Bon sang, mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Mais en fait, l'interprétation des paramètres, il n'y a aucune magie. C'est toute la tristesse de la chose, c'est qu'en fait, wget, là, c'est un coup de bol qu'il ait marché parce qu'il utilise la méthode traditionnelle getEnv. Mais dans ma trace avec curl, éditez-moi, il n'utilise pas le getEnv traditionnel, mais le curl getEnv, qui est une fonction qui n'est pas connue de ltrace. Donc notre copain ltrace, il ne sait pas quoi en faire, donc il me prend ce qui est globalement sur la stack et m'aide pas. En fait, ce bon vieux ltrace, pour fonctionner, il fonctionne avec un fichier, le ltrace.conf, qui en fait lui liste toutes les méthodes, voilà, je suis sur putenv, setenv, qui lui permettent en fait d'interpréter les paramètres et de vous dire ce qui s'est passé en vrai. Donc, ouais, c'est sympa, mais c'est quand même pas ouf ouf. Parce que ce qui veut dire que là, pour mon curl getEnv, il faudrait que déjà que je sois en route, déjà que j'ai besoin d'un route, que j'aille lui dire vim etc ltrace.conf, mot de passe de Yann, vous ne l'aurez jamais, et que string, le fameux curl getEnv, qui lui-même reprend en paramètre un string. Donc déjà, j'ai eu besoin d'être route, ce qui est assez désagréable parce qu'en intervention pompier, on ne vous donne pas le route tout de suite. Ensuite, c'est quand même pénible parce qu'il va falloir que j'apprenne par cœur toutes les fonctions de toutes les librairies pour pouvoir les décrire dans mon ltrace.conf, ce qui est passionnant mais qui est très chiant. Donc c'est quand même une super, en fait, c'est une super galère. Bon, on va se le retrouver pour vous montrer que ça marche. Je vais prendre l'autre console, hein. On l'a fait planter tout à l'heure. On n'a pas eu le bidon, donc je recommence. Hop, curl localhost, toujours pareil. Et puis ça, c'est out. Hop, là, c'est un jour sans. Et là, mon bidon, eh ben, j'ai sûrement merdé curl underscore getEnv. Ah si, curl getEnv, il a marché, parce que maintenant, il a interprété correctement. Curl getEnv, il a dû getter le HTTP proxy. Si, quelque part. Effet démo, on va pas aller se battre. Mais grosso modo, c'est tout le drame de la chose. C'est pas simple, c'est pas magique et c'est compliqué. Parce que connaître toutes les librairies par cœur et savoir les mapper dans mon etc ltrace.conf, je vais y passer la nuit. Et pour comprendre pourquoi mon système merde et pourquoi il est en flamme, ça va être encore plus délicat. Donc on ne peut pas faire ça. Tant pis pour Bob. J'ai besoin de taper plus bas pour pouvoir interpréter plus facilement ce qui se passe en dessous. Voilà. À la kiss, keep it simple and stupid. On va essayer d'aller voir plus en profondeur dans le système, ce qui me paraît beaucoup plus simple à gérer. Et c'est là qu'intervient le kernel et le fameux strace. Donc strace, c'est un peu la même histoire que notre ltrace, mais il va se positionner un cran nettement plus bas. Parce qu'il va se mettre directement entre le processus trappé et les appels kernel. Parce que, in fine, quand on réfléchit bien à n'importe quelle application, ça ne fait que de l'IO. Ça prend une donnée et ça la recrache. Ça la prend de l'utilisateur, ça va la cracher sur le disque, ou ça va la cracher sur le réseau.
Et on n'a que ces marche avant, marche arrière qui demandent l'interaction avec le kernel qui, lui, offre vraiment les interactions avec le hardware, que ce soit la carte réseau, le disque et autres. Donc en trappant à ce cran en dessous, on va tout voir passer, chic, chic, chic. Et deuxième point, c'est que l'intégralité des appels système est documentée. Donc on a moins cet effet découverte avec les librairies qu'on a pu avoir avec notre Trace où on s'est mis au niveau de la lib, parce qu'en fait, on voit plus rien, enfin, on n'a pas besoin de tout savoir. Bon, on peut mettre un peu de pression, on en a parlé, on sait faire marcher le curl, on l'a démerdé, on a utilisé le trace pour voir comment ça interagissait. Maintenant, on va aller un cran plus bas et on va regarder ce qui se passe dans un strace. Donc, on se souvient de mémoire, le processus Java, c'était mon petit 801. Non, bah, mon petit Java. OK, il est là, il a une super command line. C'était merveilleux, c'est bien le 801, on va se mettre dans le proc 801. C'est bien lui, on regarde sa command line, OK, ça a l'air d'être ça. Son environnement, ces variables d'environnement qu'il utilise, OK, elles sont là. Bon, c'est pas hyper lisible, donc on va faire TR. Parce que comme c'est de la notation Linux, enfin de la notation C, bah, les chaînes terminent par un caractère nul. Donc il faut convertir les nuls en retour chariot pour que ça soit un peu plus lisible. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc, ça a l'air d'être le bon truc. OK, il a son VM d'environnement, on a vu sa command line. OK, on peut se mettre un vmstat pour voir comment comment ça roule. OK, très bien. Et on peut le bencher un peu. OK, bah, on va essayer de le bencher un peu, ce petit truc. Donc on va se mettre la pression sur vets.html. Ce que j'aime bien là pour pressuriser un peu un système, c'est utiliser la bonne vieille commande Apache AB. Quelqu'un jonglé avec ça? Alors, c'est un peu plus terre à terre, c'est un peu plus simpliste, mais si vous avez besoin d'injecter de la charge à pas cher sur un système, c'est magique, parce que vous pouvez contrôler avec deux paramètres, le niveau de concurrence, et moins n, le nombre d'utilisateurs que vous mettez en face. Le nombre de hits que vous voulez générer. Et donc, là, ça me permet de bombarder gentiment mon système avec 3 fois rien comme request, enfin 3 fois rien comme connaissance. On va prendre une page qui rame un peu plus. Ah, ça a l'air mieux là. Et qu'on ait un peu de temps pour analyser ce qui se passe. Donc, on reprend AB. Un peu plus haut, ouais. Dites-moi si je ne suis pas calé, parce que moi c'est facile, mais... Voilà. Je pense qu'on a un peu de temps, on va pouvoir poireauter. Donc on sait que là, ça le fait travailler. On va stresser notre process 801. Donc F pour follow, pour lui dire de suivre les forks et les threads. P pour un PID. Et le process qu'on veut suivre. Donc comme c'est du Java, en fait le Java pense son temps dans son thread principal à synchroniser les différents threads pour savoir ce qu'il doit faire, s'il doit allouer de la RAM, enfin tous les bazars à la Java. Donc on est d'accord, c'est parfaitement illisible, sauf si vous savez lire extrêmement rapidement. Peut-être que vous savez le faire. Je ne nie pas vos capacités. C'est là où il faut ajouter un petit paramètre un peu sympa, c'est le -e. -e, en fait, ça va vous permettre de filtrer ce que vous voulez voir. Typiquement, là, on va se dire, on va regarder le réseau. Et voilà. Ah, il est d'un seul coup beaucoup plus calme. Ouais, juste 2-3 petites choses, parce que là, il y a un thread qui a mal vécu. Si je reclique sur /home, effectivement, on a vu que ça avait gigoté, c'est plutôt sympa. Bon, on arrive à tenir la bête, on va pouvoir le faire parler. On voit qu'il est en mode accept sur le 83. On va me dire, c'est passionnant. Accept, en fait, c'est une primitive réseau qui met le process en attente d'une connexion réseau, tout simplement. Et le premier paramètre qu'il prend, c'est le fameux int sockfd, donc file descriptor. Ok, qu'est-ce qu'il nous raconte le bonhomme? Effectivement, tous les process ont des files descripteurs qui sont rangés dans le répertoire FD du process. Petit malin, avec tous les fichiers qui se trouvent être ouverts. Souvenez-vous, dans le LSOF -P800, on va se le permettre de l'autoriser. Il utilisait le log, voilà, et nous disait 78W.
là, si je regarde le ls.l du 78, en fait, c'est juste l'information du numéro de socket, enfin du numéro de file descripteur qui est utilisé par le process, qui est remonté par LSOF, que vous pouvez retrouver directement dans le /proc. Passionnant tout ça. Et W, c'est pour vous dire qu'il est en écriture. Ça vous permet de savoir que le process est en train d'écrire dans ce fichier de log. Jusqu'ici, ça se tient. Ok, ça me parle bien là-dessus, mais ça ne me dit rien par rapport à ce qu'on a vu avec strace et ce fameux fichier 83. Qu'est-ce que ce fichier 83 ? Une socket. Donc cette socket, en fait, c'est l'indirection qui dit, vous savez que sur un Unix, tout n'est que fichier. Les sockets sont elles-mêmes des fichiers dans le système, donc représentés par un file descriptor. On l'a attrapé. Maintenant, 786, je ne sais toujours pas ce que c'est. C'est passionnant. Bon, je vous propose d'aller faire un tour dans un autre répertoire, toujours de mon process, le répertoire net, comme network. Et d'un seul coup, si je grep ce 786 là-dedans, au miracle, il le trouve dans le fichier TCP. On va s'ouvrir ce fichier-là. Et ben voilà, c'est nettement plus clair d'un seul coup. Donc, la socket, on s'était dit que c'était la 786, pardon, /786. Ah, donc voilà, c'est la connexion concernée. Elle est là, on la voit. Qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit quoi? C'est que la police est en train de tout tuer parce que normalement c'est sur une seule ligne. Et donc c'est pour ça que ça devient plus difficile à lire dans la configuration actuelle. Mais grosso modo, on va prendre notre calculatrice magique à hexadécimale. Et si je tape la valeur hexa qu'on voit ici, 1F90, on retrouve le fameux en décimal port 8080. En fait, tout ce que se dit, c'est cette socket est en attente sur le port 8080 et écoute sur toutes les interfaces réseau. En gros, ça c'est une adresse IP. Croyez-moi, c'est une adresse IP. Preuve en est. Là, vous en avez une autre qui est beaucoup plus facile à lire. Non? Hein? Ouais, c'est le localhost. Parce que 7F, 7 fois 16 plus 16, 127. Ensuite, le bloc suivant, 0, 0, 1. C'est le localhost. On voit plein de trucs. Hein. La première, c'est quoi ça? Allez, on s'exerce un peu à l'hexa. 10 fois 16. Enfin, 16 plus 6, 22. C'est le port 22, c'est mon SSH, c'est mon OpenSSH qui est en attente sur la socket. 1538, plus dur celui-là. Hein. C'est 5432, c'est une base Postgres qui est en attente. Et voilà, vous avez tout sous les yeux, suffisait de regarder. Hein. C'est pas si dur. En fait, gauche, c'est l'adresse IP avec l'attente, enfin le port. Droite, bah, c'est la destination avec le port. Bah, là, comme c'est des sockets en attente, bah, évidemment, il n'y a rien. Par contre, dans la dernière connexion, c'est vraiment mon poste qui parle. Enfin, la dernière, 127.0.0.1, qui parle à 127.0.0.1 sur le 15.38. En fait, c'est mon Spring Boot qui est en train de parler, qui a sa socket ouverte sur la base de données Postgres qui est juste derrière. Facile. Non? On a besoin de rien, je vous le dis. J'utilise VI, j'utilise Cat, j'utilise pas beaucoup de commandes. Hein. Donc voilà, donc on a vu, il est en attente, c'est génial. On peut mettre un peu de pression avec AB, on a vu comment on interagissait avec les files descriptors, donc on a réussi à trouver des fichiers de log, on arrive à trouver des sockets, on arrive à voir comment tout ça se parle. Super. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il fait pour de vrai notre process. Donc, pareil, on va stresser le 801. Après, on va tricher un peu. Le -E, en fait, vous permet de mettre différents switches pour filtrer plus ou moins d'informations, pour avoir des choses plus ou moins intéressantes sur le process. Donc, comme je vous dis, souvent, c'est des entrées-sorties. Donc, on va filtrer uniquement les commandes de read et de write. Je me suis attaché au process. Tout va bien. Voilà. Bon, il read des trucs de temps en temps. C'est sympa. Non, c'est pas clinique. On va faire un find owner. Et voilà, il y a plein de choses qui ont déroulé. Bon, on va le reprendre tranquillement. On va se mettre ça dans un fichier et on va l'analyser ensemble.
Ok, Strace, le bloc. Bon, allez, les veto. Ok, on arrive vers une page. On détache le Strace. Et on va voir ce qu'il nous raconte. Oui. Ok. Bon, et ben on voit tout ce qui s'est passé. On voit qu'il a lu dans une socket 91, donc probablement ma connexion entre le poste et mon serveur Java. Il a fait un get sur /vet, ok. Ensuite, il a écrit, oh, c'est dommage, j'ai l'impression qu'il en manque un peu. Autre paramètre sympathique qu'on va s'ajouter, le -s, qui nous permet en fait de lui dire les longueurs de string maximum qu'on veut afficher. Donc là, on va mettre 4096 pour avoir des beaux morceaux. Et même punition, je recharge mes vets. Cool. Oui, il faudrait que j'arrête de jongler 12 consoles. Là, au miracle, en fait, on a quasiment l'intégralité des chaînes qui sont transmises. Donc on voit exactement ce qui s'est passé. Effectivement, il a lu ce que moi j'ai envoyé depuis mon browser, le get. De ce get, il a commencé, il a write sur 1, donc sa sortie standard. Parce que là, c'est effectivement l'écho de Hibernate qui a écrit. Il a write sur 82, begin read only. Effectivement, il est en train de lancer une transaction sur la base. Donc si on va regarder la socket 82, lâche .fd 82, on sait bien une socket comme on s'y attendait, c'est la 9434, non, 9095 234 dans étoile. Voilà, on la retrouve. On voit bien qu'elle a la destination de 127.0.0.1. Maintenant que vous lisez les adresses IP en hexa, easy, vers le 1538, toujours 5432. Et ça, effectivement, c'était le localhost. Donc on retrouve en fait toutes nos billes avec 3 fois rien comme connaissance et commande sur le système. Ok, on voit bien le select passer. Ok, pareil. Ensuite, il read depuis le 82. Effectivement, il est en train de lire les informations qui viennent de la base. Et en fait, on voit tout passer, les reads, les writes, voilà, il relance un autre select, ok, il le log, ok. Et on voit tout. Et ça, voilà, read 93. Là, il lit le fichier 93, donc qui est très probablement plus disponible, ou .fd /93. Voilà, il l'a plus, parce qu'en fait, effectivement, quand il ouvre un fichier, dynamiquement, le process voit CFD, un nouveau FD se crée. Quand il le ferme, il disparaît. Et donc je pense qu'on va voir peu avant l'ouverture du fichier 93. Il doit être quelque part par là, dans le tas où si on a ouais, bon tant pis. En gros, il est ouvert, le FD s'est créé, il est apparu dans le /proc, il a été fermé, il a disparu. Merveilleux. Donc là, on arrive à voir, juste avec quelques commandes, les mouvements qui se passent, les entrées, les sorties, juste comme ça. Après, on peut, toujours dans cette logique de mettre un peu de pression sur le système, une variante que j'aime beaucoup, qui demande beaucoup moins de paramètres, c'est tout simplement -c. -c, c'est pour lui demander de counter. Donc là, on va rien lui faire faire. Donc le process Java, que vous vous souvenez, quand il fait rien, en fait, il fait beaucoup de choses. Ça dégueule de futex, de mutex, d'interaction de thread. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé. Effectivement, les futex, là, pendant les quelques secondes, on l'a laissé tourner. Il nous en a fait 597. Je vous imagine comment ça a tourné. Et vous avez les temps passés dans chacun des appels. Donc vous avez un overview global sur où est-ce que le process interagit avec son monde extérieur. Parce que typiquement, là, il ne se passait rien. Donc on est juste dans le monde Java. C'est un process Java qui vit sa vie tout seul dans son coin. Après, rien ne m'empêche, en parallèle de ça, d'aller chercher mon bon vieux AB pour mettre un peu de pression sur le système. AB, concurrent 50, on va lancer 500. Et d'un seul coup, derrière le strace, il s'est passé énormément de choses parce que, évidemment, quand tous mes threads sont arrivés, le Spring Boot a balancé des threads Java qui ont créé plein de threads. Strace est venu s'attacher progressivement et pour pouvoir toucher tout le monde et capter tous les appels et tout ce qui s'est passé d'un seul coup. On voit que la vie a été beaucoup plus complexe. Effectivement, on a toujours ces futex qui sont en tête,
Mais on voit apparaître très vite des choses qui vont plus nous concerner, des read et des write, qui sont les interactions qu'on a pu voir quand on interagissait avec la base ou qu'on interagissait avec l'utilisateur. On voit d'un seul coup, ça a explosé en volume, on a même des erreurs, ce qui devient passionnant. Et d'un seul coup, on commence à avoir des billes pour comprendre ce qui se passe sur ce process, et toujours avec 3 fois rien. Juste avec un petit bout de cerveau, et aller fouiller des slash proc et autres. Donc des read, des write, des open. Voilà. Il se passe maintenant des choses, on arrive grossièrement à avoir une idée de ce que fait le système. OK jusque-là? Bon. Donc, et autre point, ça je ne voulais pas démontrer, mais croyez-moi, du fait que ça se positionne entre le user et le kernel, c'est une zone de transition qui est plutôt optimisée au niveau du noyau, qui tourne assez bien, par opposition à ce qu'on a sur Lstrace, qui va se positionner au niveau des libs, donc dans les PLT, pour ceux qui connaissent, voient un peu le format ELF. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans, vous avez peut-être faim, vous avez peut-être besoin de sucre et tout. Donc c'est un peu plus rapide, c'est nettement plus rapide parce qu'en fait vraiment l'interaction elle est directe par rapport à l'autre, où il vient vraiment poutrer le process et c'est extrêmement lent en fait. Donc voilà. Ouais, on voit les primitives bas niveau et ce qui est magique c'est qu'elles sont toutes connues et documentées. Comme on peut le voir, c'est le moindre chose qu'on va voir tourner. Si je reprends mon TMP out. Bon, il n'y a que du read et du write, c'est pas passionnant, mais je peux toujours faire un man write qui va à man to write. Vous connaissez les sections de man? Voilà, en fait, le man est découpé en plusieurs sections, et par défaut, il vous répond ce qu'il trouve en premier. Effectivement, write, il y a la commande qui est au niveau du man 1, dans le premier section de manuel, qui sont les commandes user, donc c'est ce qui va nous répondre par défaut. Mais là, comme on est sur une primitive système, pour lui forcer la main, on dit qu'on va aller dans la section 2, qui contient toutes les primitives systèmes. Et donc là, je sais exactement ce que fait cette fonction, donc je peux comprendre ce que fait ma trace, et pouvoir capter de l'information sur le système. Souvenez-vous, we want information. Bref, petit disclaimer. Ce que je vous ai montré, effectivement, ça se passe bien, ça se passe très bien, tant que je fais un beau CTRL-C à la fin et que je détache proprement mon process, le strace, du processus tracé. Parce qu'effectivement, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ça tout le monde le sait, mais le gros problème, ce qui se passe, c'est que quand on intervient sur une prod ou quoi que ce soit, qu'on commence à dégoupiller ce genre d'outils, et ça arrive de fermer une console par inadvertance. Si on fait ça, le process reste attaché à son strace, mais bloqué, définitivement. Il est mort. Donc vraiment, gros disclaimer. Si vous utilisez ça, assurez-vous de ne pas péter votre console, d'avoir une connexion réseau stable, parce que si vous perdez le réseau, vous perdez le process. Voilà. Donc le chef chez glissé, ça arrive. J'ai pété plusieurs prods, c'est moi. Une facture de l'État, c'est ma faute, je l'ai pété plusieurs fois, à cause de strace. Bref, donc si vous voulez utiliser ça, entraînez-vous dans un contexte un peu plus sûr avant de se lancer dans des trucs un peu ésotériques. Bref, ça en fait des flags et des appels système. Oui, monsieur, dame. Mais comme toujours, on n'a pas besoin de connaître ça par cœur. Voilà, bon, c'est un petit vadémécum de ce que je vous ai présenté. Effectivement, et pour tout le reste, n'hésitez pas, il y a le man. Vous avez vraiment le droit à la cheat sheet, profitez-en, parce que man, c'est comme la commande par excellence, qui va vous permettre de vous sauver. Voilà, donc c'est super important d'aller voir ces petites commandes et ce qu'elles y font. Donc, je vous ai présenté sur un process un peu direct et avec un container. J'ai envie de vous dire, vous allez voir, ça va pas être magique. Est-ce qu'il tourne encore mon truc? Postgres. Non, j'ai un Postgres. Je vais retourner chez moi. Déjà, je vous montrer ce qu'il y a dedans. En fait, c'est voilà, un petit Docker run pour un Hello World HTTP qu'on va s'amuser à torturer un peu, si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ok, 80. Donc, moi, c'est sur 80 depuis l'extérieur. Cool. Sur ma Debian. Debian 081. Bon, ça a l'air de marcher pas mal. Ok. On va le torturer de la même façon. Je reprends une autre console. Et on va s'amuser avec. Donc,
Bah, du point de vue du système host, bah, c'est qu'il y a un process. Alors Zoo, on y va. S13, ou un FP parce qu'on va le suivre un peu, et c'est le 3398. Damn dead. En fait, on n'a pas le droit. Parce que les containers, par leur fonctionnement, vous savez qu'ils sont poutrés à coups de ces groups, de namespace et autres. Donc, ils appartiennent, quand ils s'exécutent, ils appartiennent directement à root, malheureusement. D'où le fait qu'après, si un container a des droits root, ça devient le drame, parce qu'en fait, il est root dans le système au global. Donc, je ne peux pas stress un process directement. Par contre, je suis obligé de passer par un sudo qui va me permettre, en fait, de m'y attacher, comme on l'a fait précédemment. Et là, il reste bloqué sur un rec from, receive from, sur 4. Vous allez commencer à connaître le truc. Donc, je vais dans le 30. Sudo ls proc 3398 slash fd. Ouais, on va faire un ls-lh. Et au miracle, vous attendez à voir quoi sur le numéro 4 ? Une petite socket qui est ici. Alors je vous laisse deviner ce qu'on va trouver dans le netfd. Mais grosso modo, en fait, on retrouve exactement la même chose. Juste pour s'en convaincre, on va faire quelque chose de pas bien. Sudo bash. Oh bien, Yann. Proc 3398 fd. ls-lh de 4. 80. Alors grep 96 301 dans point.net. TCP6, TCP étoile. Voilà, on l'a retrouvé. Bon là, en plus, au miracle, on n'est plus en TCP6, donc on est en TCP4, IPv4, et on reconnaît à nouveau les valeurs. Là, 50. Maintenant que vous êtes incollable en hexadécimal, 80, bien joué. Donc il en attend sur le port 80, AC, facile, 172, 1130, ainsi de suite. Voilà, c'est l'adresse IP en fait de ma VM. Voilà, on a vu donc et un container. Bah ouais, ce qu'on se dit, les containers c'est différent. C'est un process comme les autres, mais avec des accès limités et différents. Donc il se trouve être poutré de partout, donc on a besoin du root. Et pour stresser à l'intérieur d'un container, c'est pas toujours possible parce qu'il faut qu'il ait le namespace pcap qui lui soit activé. Donc finalement, je les trace depuis l'extérieur. Voilà. Donc je vous ai donné pas mal de petites choses. Pour moi, ces commandes et toutes ces quincailleries autour du /proc et autres commandes, c'est le God mode activated. En fait, vous parlez directement à Dieu quand vous parlez au kernel. C'est aussi simple que ça. /proc n'est qu'une image du kernel. Effectivement, ça peut paraître aride, ça peut paraître difficile. Mais vous voyez, il y a un peu de jonglerie. Avec le /proc, on arrive vite à comprendre l'hexadécimal et à lire une adresse IP, à lire un port. Les commandes trace, strace, strace et autres, vous feront parler n'importe quel process. Mais je ne connais pas toutes les technologies, loin de là. Par contre, je connais très bien comment fonctionne le kernel Linux, comment fonctionne /proc, et j'interviens sur à peu près tout et n'importe quoi comme système. Parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de connaître le système, de connaître l'applicatif, j'ai juste besoin de connaître ces quelques commandes. Donc une techno de leur hésite, évidemment. /proc a presque toujours toutes les informations, parce qu'il y a un autre copain à côté, c'est le /6, qui est aussi passionnant, mais là, j'ai vraiment pas le temps de vous le présenter. Et une exploration permanente, je vous invite vraiment à aller fouiller ces répertoires-là, parce que c'est riche d'informations dans tous les sens, et vous pouvez vraiment tout découvrir. Donc profitez-en, fouillez. Il y a énormément de choses et vous pouvez normalement pas trop casser de choses tant que vous n'êtes pas root. Parce qu'effectivement, après, je vais vous montrer qu'en lecture, vous pouvez aussi écrire dans /proc pour déclencher des comportements, mais ça peut être un peu compliqué. Bref, tout ce que j'ai envie de vous dire à présent, c'est merci. Donc, petit bout de code, je pense que vous l'avez tous débugger. Donc, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Et évidemment, sinon, pour les feedbacks, il y a l'open feedback qui est dispo, donc n'hésitez pas. Je pense qu'il doit rester 2 minutes ou un truc comme ça. Donc s'il y a question, avec plaisir. Sinon, je crois que c'est le bon appétit. C'est là où je suis la dernière barrière entre vous et le repas. Non. Non, il y avait une question. S'il y a le temps pour la question, il y a au moins une main levée. Donc, Le gros disclaimer dont vous avez parlé, ouais. est-ce qu'avec un Linux et un screen, ça limite l'ensemble de tous les risques qu'on peut avoir? Non, malheureusement non, parce que dès qu'il a plus la main, dès qu'il en fait, il met le système en attente,
Et donc, dès qu'il n'existe plus, c'est foutu. Mais vraiment foutu. Il faut qu'il se détache proprement. Donc, il faut vraiment entrer dans le CTRL-C. Dans le CTRL-C, dans S-Trace, le code du CTRL-C est spécifique pour aller vraiment se détacher du process. Il faut vraiment passer par là. S'il se prend un kill-9, le process est mort. Peut-être mettre un timer et envoyer le... Ouais, c'est les vieilles... Ça fait longtemps que tu bosses, je pense. C'était les vieilles astuces où, effectivement, on mettait des timers pour tuer les commandes dangereuses pour pouvoir revenir dans un état nominal. Mais bon. Si c'est bon pour vous, merci beaucoup, bon appétit, amusez-vous bien, profitez bien du Dev Fest. Ciao, ciao.